Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 40, la cohabitation chien-cheval avec Marie Setter, partie 2. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Avant de commencer à proprement parler cet épisode, je souhaitais vous rappeler que c'est la deuxième partie de ma conversation avec Marie Setter sur la cohabitation chien-cheval. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas écouté le chapitre 39, vous n'êtes peut-être pas tout à fait équipé pour comprendre ce qui va suivre. Je vous invite donc à mettre pause et à retourner écouter le chapitre précédent pour ne rien louper de ce nouvel échange. Si vous êtes à jour, restez avec moi. Je lance l'épisode juste après le jingle. On va retrouver tout de suite Marie, mais juste avant, j'avais envie un petit peu de résumer ce que l'on s'est dit, la teneur de nos échanges jusqu'ici. Dans la première partie, on a passé en revue les similitudes mais aussi les différences entre les deux espèces, le chien et le cheval. On s'est notamment arrêté sur le fait que, dans les similitudes, ces deux espèces donc avaient déjà une domestication depuis longtemps aux côtés de l'homme. Ce sont deux espèces sociales, donc ça veut dire qu'elles ont besoin de leurs congénères et pas simplement d'interaction avec les humains pour garantir leur bien-être. Dans le cas du cheval, on sait qu'aujourd'hui il a besoin de vivre avec un troupeau. Dans le cas du chien, on doit favoriser les rencontres avec congénères si on n'a pas la possibilité d'en avoir un deuxième. Assurer la vie sociale de ces deux animaux, c'est donc leur permettre d'être, entre guillemets, bien dans leur basket et du coup de favoriser les futures interactions qu'ils auront avec nous, mais aussi entre eux. On a également vu que c'était deux espèces qui réagissent aux micro-mouvements, et donc ça peut nous être utile et ça peut aussi nous desservir, nous les humains. Parce que ça veut dire qu'on va avoir deux espèces qui vont être capables de nous lire très très subtilement dans les moindres détails, dans les moindres gestes que nous allons effectuer. Et nous les humains, on a une petite faculté, une petite tendance à faire plein de gestes parasites qui vont venir brouiller notre communication. Ce qui veut dire que dans notre échange avec le chien et avec le cheval, chacun vont être capable de lire nos intentions, de lire notre énergie corporelle à la même rapidité. Ce sont deux espèces qui utilisent aussi énormément leur odorat, notamment pour découvrir leur environnement ou lors de leurs approches avec les congénères. Elles font ce qu'on appelle également du marquage, le chien en général grâce à son urine, le cheval peut également le faire avec ses crottins. Enfin, ce sont deux espèces qui vont utiliser ce qu'on appelle le pointage de l'humain lorsqu'ils sont dans une situation dite non congruente. Le chiot, dès ses premiers mois, va naturellement tourner sa tête vers un humain lorsqu'il n'arrive pas à trouver une issue à une situation. Chez le cheval, c'est plus tardif, mais néanmoins, lui aussi va chercher à rentrer en contact avec son humain lorsqu'une situation lui déplaît ou qu'il ne comprend pas ce qui est attendu de lui. On a conclu avec Marie dans le fait que dans la cohabitation chien-cheval, souvent le vecteur commun reste l'humain. Certes, on aimerait qu'une relation se développe entre les deux espèces malgré nous, mais la réalité, c'est que c'est bien souvent à notre contact que celle-ci est initiée. Il faut donc avoir une bonne relation avec son chien, puis une bonne relation avec son cheval, pour favoriser des interactions positives entre eux. Pour autant, on l'a aussi vu, des fois, tout cela nous dépasse. Ce n'est pas forcément une question de mauvaise volonté, mais chacun des individus en tant que tel peut ne pas trouver d'intérêt à cette interaction avec l'autre espèce. Et dans ces moments-là, on ne peut pas forcément y faire quelque chose. On en parle rarement, mais on oublie souvent les données individuelles de chacun des membres du trio. Un chien peut aussi ne pas apprécier les chevaux, et vice-versa. Alors, c'est par l'observation et la lecture attentive du comportement de chacun des deux individus que l'on pourra trouver petit à petit le confort ou le cadre à mettre pour pouvoir favoriser leur échange et leur interaction. Parce que sans pour autant les forcer, ce qui n'y changerait rien, on peut essayer de créer un cadre rassurant dans lequel tout le monde trouve sa place. Et c'est de ça dont on va vous parler, entre autres, aujourd'hui avec Marie. On va commencer par discuter et passer en revue tout ce que l'on peut mettre en place pour favoriser, pour essayer d'optimiser la future relation. Mais aussi parler concrètement de comment faire ou quoi faire et
qui faire intervenir quand tout ceci ne prend pas la tournure attendue. On vous avait promis de reprendre une note positive dans la suite de cet épisode. C'est parti. Donc maintenant, on va repasser dans la partie positive de l'épisode. Yes, tout à fait. Soyons positifs. Parce que c'est pas forcément une fatalité non plus. Dans mon cas, oui, c'était pas du tout gagné. Je dis pas que c'est idéal, mais on a réussi à trouver une forme de collaboration qui commence à fonctionner. Donc, Super. je me dis que moi, j'y suis arrivée, pourtant je partais vraiment de très très loin. Potentiellement, c'est possible pour d'autres. Alors, petit disclaimer, il n'y a jamais 100% de réussite. Mais on sait, on l'a déjà dit, tu as commencé à l'évoquer, il peut y avoir en tout cas des choses à faire dans un certain ordre pour peut-être favoriser la réussite. On va déjà se parler de ça. Est-ce que c'est plus simple d'avoir d'abord le cheval ou d'avoir d'abord le chiot? Eh ben, comme d'habitude, hein, je vais avoir du mal à te donner une réponse parfaite. Je le Donc, savais. en fait, dans un monde idéal, ce qu'il faudrait, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est adopter des animaux, chien et cheval, qui ont tous les deux été super bien familiarisés à l'autre espèce à leur plus jeune âge. Et puis qu'en parallèle, il n'y ait aucun problème de sevrage, par exemple, qu'ils aient tous vécu le plus longtemps possible avec leur maman, mais pas trop longtemps non plus parce que c'est pas super, et qu'en même temps, ils aient jamais développé de comportement indésirable, ha ha ha, qu'ils aient un budget en nickel, bref, que tout soit parfait. Bon, vous avez bien compris, c'est complètement foireux, hein, mes propositions, parce que ça n'existe pas, hein, dans quel univers, même si vous allez dans les meilleurs élevages possibles, il y a toujours des paramètres que vous ne contrôlez pas. Moi, j'ai connu plein d'animaux, que ce soit chiens, chevaux ou chats d'ailleurs, ou même d'autres espèces, qui en fait avaient sur le papier tout ce qu'il fallait, mais qui à un moment donné avaient fait une chute qu'il fallait pas, ou avaient croisé un camion qui avait klaxonné au mauvais moment, ou bref, et boum, ça avait créé un trauma derrière. Donc vous n'avez pas toujours tous les paramètres. Ce que je disais tout à l'heure, on lâche un peu prise et on arrête de penser qu'on peut tout contrôler. Au niveau des espèces, moi je pense qu'il faut commencer avec ce qui vous met le plus à l'aise. En général, ça peut peut-être vous arriver, je veux bien communiquer avec vous, ça peut être très intéressant, mais en général, on se dit pas le même mois ou la même semaine, allez hop, je vais prendre un chien et un cheval en même temps, et ça va être super. Bon, on commence par l'un ou par l'autre. Pour moi, l'ordre n'a pas forcément d'importance, mais après, il faut être logique. C'est clair que si vous habitez dans un studio de 18 mètres carrés, que vous allez aux écuries que le dimanche, que vous êtes absente de 8h à 18h tous les jours, que vous n'avez pas les moyens de vous payer un pet-sitter, bon déjà, évitez de prendre un chien en fait, hein, c'est même pas une question de quelle espèce de chien ou de quelle race de chien on évite. Forcément, vous risquez d'avoir des comportements indésirables, et c'est là que ça devient intéressant, avec ou sans cheval à côté. Les problèmes, en fait, pour moi, ils apparaissent parce qu'on imagine tout de suite le trio infernal, quoi. On se dit tout de suite, j'ai un chien, je vais prendre un cheval, on va avoir un trio, ça va être super, ou j'ai déjà un cheval, je vais prendre un chien et ça va être génial. Et en fait, on se projette tout de suite sur la complicité, ce qu'on va vivre ensemble, à quel point ça va être super. Mais toutes ces images-là, pour moi, en tout cas, c'est une finalité. C'est pas le début de l'aventure. Ça peut pas être le début de l'aventure. D'abord, il va vraiment falloir que vous créiez, hein, je vais y arriver, un Et lien, ouais. créeriez un lien avec chaque animal individuellement. Donc, il va falloir que individuellement, sans que l'autre soit là, vous augmentiez leur bien-être, que vous puissiez répondre à tous leurs besoins, voilà, que vous soyez vraiment dans la création d'un vrai lien avec vous, d'un vrai lien avec l'humain. Et ensuite, ils vont pouvoir être plus à même de créer une belle relation interspécifique avec un autre individu d'une autre espèce, parce que leurs récipients vraiment de bien-être, tous leurs besoins physiques, émotionnels, mentaux, etc., seront bien remplis. Pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut se mettre en tête. C'est pas est-ce que je prends d'abord le chien ou le cheval et où est-ce que je le prends. C'est plutôt, évidemment, on va choisir un animal qui, à la base, le plus possible, sera dans un état de bien-être. Mais ça, même si vous ne prenez qu'un chien ou qu'un cheval ou qu'un chat ou qu'un lapin ou qu'un perroquet ou que tout ce que vous voulez, je vous dirai la même chose. C'est-à-dire que déjà, on va essayer de choisir un endroit qui respectera le plus possible la vie précoce, émotionnelle, etc. de l'animal. Mais après, vous allez d'abord créer un lien avec lui, d'abord mettre en place toutes les choses qui peuvent faire qu'ils se sentent bien avant de vouloir créer du lien avec un troisième individu. Ok. Il y a des races qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter? Non, je pense pas. Ok. Pour moi pas. Franchement, j'ai vu de tout. J'ai vu autant, des rottweilers que des pinschers, que des yorkshire, que des croisés porte-fenêtres, que du berger, il y a de tout. Et j'ai vu des bergers, vriller complètement et être super mal à l'aise avec les chevaux parce qu'ils étaient en mode, hyper, voilà, hyper excitables et cetera, et donc c'était pas possible. Tout comme j'ai vu des chiens qui, a priori, sur le papier, auraient dû ne pas être à l'aise et qui, en fait, étaient super à l'aise. Donc non. Pour moi, il y a pas de généralité là-dessus. Ok. Donc imaginons on a créé notre relation avec l'un, avec l'autre, et on se dit bon bah c'est le moment quoi. C'est C'est le moment parti. de faire marcher le trio, le trouble. Comment on se rend compte? Est-ce qu'il y a des signes, on va dire, un peu avant-coureurs qui montrent que ça va pas le faire, ou ça va pas être facile, ou en tout cas que nous on est peut-être prêts, mais l'un ou l'autre n'est pas complètement prêt?
comment on a une puce à l'oreille, en fait, qui nous dit: «Hop, hop, 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 peut-être que là, c'est Ouais. pas encore le moment». Ouais. Alors bon, c'est toujours super difficile parce que pour moi, il y a pas de signe, absolu où on va dire vraiment la cohabitation, elle est impossible parce que le cheval a fait telle chose ou que le chien a fait telle chose et que du coup, il faut surtout pas le faire. Moi, je suis un peu bisounours à ce niveau-là. Je suis toujours partisane du fait qu'on peut toujours améliorer les choses. On va pas forcément pouvoir tout régler, ça c'est pas vrai, parce que comme on le disait tout à l'heure, on va pas changer les individus qui sont face à nous complètement, mais je pense qu'on peut toujours améliorer. Par contre, il y a souvent des choix en fait de la part des humains qui annoncent un peu que ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Bon, par exemple, des exemples tout bêtes, mais pense sur un cheval hypersensible, un chien super réactif et que du jour au lendemain on décide de partir sur des sorties en montagne pendant 4 heures, c'est pas super judicieux. Si on prend aussi un chien, je sais pas moi, un berger par exemple en pleine puberté, on le met sur un bord de carrière de CSO et on lui, sans aucune préparation du jour au lendemain, on lui dit maintenant tu bouges pas parce que hop, je pars sur le paddock d'échauffement et je reviens dans 1 heure, c'est mort. Mais en même temps, dans le même genre, et ça on le voit souvent, si on, alors je pensais à des chiens par exemple qui pouvaient avoir des problèmes, des difficultés liées à la séparation. On parle des fois d'anxiété de séparation, d'hyperdépendance, on va pas rentrer dans tous ces détails maintenant, mais même des chiens qui présentent pas encore ce genre d'indicateurs, si on leur demande dès leur arrivée de rester attachés au bord de la carrière pendant 1 heure avec personne, rien pour s'occuper, bah oui, c'est trop compliqué pour eux. Et ça, c'est normal et un peu quel que soit l'âge. Donc, non seulement lui, il va associer le lieu à un gros paquet de stress, mais en plus, le cheval va associer sa présence à quelque chose de super inconfortable. Déjà parce que potentiellement le chien peut couiner, peut essayer de rentrer dans la carrière, tirer sur la laisse, etc., etc. Mais aussi, vous allez changer. Vous allez potentiellement râler, vous concentrer sur le chien, faire des pchits pour qu'il se taise ou je ne sais pas quoi. Tout ça, en fait, ça va faire que, sans que ce soit directement la relation entre les deux qui soit en jeu, c'est quand même ça qui va finir par être impacté. Dans les signes avant-coureurs, pour moi, ça va être finalement tous les indicateurs de mal-être classiques de l'espèce qui est face à vous. Par exemple, si vous avez un chien qui fait beaucoup de signaux d'apaisement, etc., c'est intéressant. À quel moment est-ce qu'il les fait? Est-ce que c'est au moment où vous arrivez à l'écurie? Est-ce qu'au moment où vous ouvrez le coffre? Est-ce que c'est au moment où le cheval est à 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres, etc. C'est déjà des choses qui peuvent vous interpeller. Pareil chez le cheval, qui va aussi avoir des signaux d'apaisement qu'il peut présenter. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous pointez avec le cheval prend beaucoup plus de temps à se laisser attraper au pré, par exemple, ne vient plus vous voir, ou qu'il va tirer beaucoup plus sur la longe, ou qu'il va chercher à aller brouter systématiquement de manière assez frénétique alors qu'il ne le fait pas normalement, ce genre de choses qui se détournent, etc. Tout ça, en fait, c'est des indicateurs précoces, on va dire, que c'est compliqué pour eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué pour toute la vie entière. Ça veut dire que c'est compliqué là, au moment M. Et ça doit être pris en compte. Parce que souvent, les étapes d'après, bah, chez le chien, ça peut être commencer à vocaliser, par exemple, ce qui, l'air de rien, pour le cheval, est assez agressif et assez invasif aussi. Donc, on n'a pas très envie d'avoir un. Puis pour nous aussi, hein, soyons clairs, hein, si on a un chien qui couine ou qui jappe en permanence, c'est pas très agréable. Chez le cheval, ça peut très bien être d'abord des menaces d'encolure, etc. Le cheval qui palette, comme je disais tout à l'heure, qui vont donner des coups d'antérieur ou qui vont ruer dans le chien. Donc, en général, quand on en est là, c'est qu'on a zappé beaucoup de signaux d'avant. Et autant on regarde pas mal ces signaux-là, c'est pas tout le temps, mais pas mal ces signaux-là quand on est dans des interactions intraspécifiques. Quand on voit 2 chiens interagir entre eux, on va être assez attentif à ça. Mais on a du mal un peu à les regarder quand on parle d'un chien qui va interagir avec une autre espèce. Or, ce sont les mêmes. Et c'est pareil aussi avec les chevaux. Attention plutôt aux situations que vous allez créer. Et vraiment à se dire, je veux faire en sorte que ce soit facile, que l'animal sorte d'une situation de réussite, et moi aussi d'ailleurs, que je sorte d'une situation où je me sens à l'aise. Finalement, en fait, c'est un peu comme tout, il faut qu'on réfléchisse un peu au contexte qu'on va créer, au plan de progression qu'on va pouvoir mettre en place pour que les choses se passent bien. Ouais, Effectivement, ça semble hyper logique, dit comme ça, que on va pas amener son chien pour la première fois et le laisser attaché pendant 1 heure ouais. à Mais des la fois, on n'a pas le barre choix. pendant qu'on fait notre prise. Ouais. Ouais, mais en fait, Heu, des fois, on le fait vraiment en toute bonne foi. Moi, j'ai ouais, vu ça être fait plein de fois. C'est pas du tout dans le sens, bah, je m'en fous de mon chien et je le laisse dans le bord de non, carrière. Au bien sûr. contraire, c'est je vais le sortir, ça va être chouette, ça va lui permettre de s'habituer gentiment. Et en fait, l'idée peut être super bonne, mais en parallèle, ça peut être aussi selon les chiens de nouveau, hein, c'est comme le coup de la maternité et des bébés. Il y en a qui vont tout de suite se dire: «Oh, mais c'est sympa, un petit coin de soleil, je vais m'installer là, je vais être super bien». Et il y en a d'autres qui vont tout de suite se dire: «Mon Dieu, j'ai jamais été attaché», parce que ça, c'est ça aussi, hein, souvent sur des jeunes chiens, il y a des chiens qui sont pas habitués déjà à rester attachés, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément besoin de garder son chien à la tâche sans nous. Je veux dire, entre la marche en laisse et rester à la tâche, c'est quand même des comportements différents, d'apprentissage différents. On l'a pas forcément enseigné à notre chien, donc déjà ça peut être stressant. Dans un endroit qui est pas connu, nous, on est loin, mais en même temps on revient, puis on repart, puis on revient, puis on repart, puis on vient, puis on repart. On fait les tours de carrière, quoi. Ça n'a aucun sens pour un chien, enfin, pour un cheval non plus, vous allez me dire. Mais enfin bref, c'est un autre débat. Et c'est trop bizarre. Donc il faut bien comprendre qu'il y a tout un environnement en fait, bah, qui est un terrain propice à l'apparition de comportements indésirables, forcément, qui en fait ensuite vont s'auto-renforcer. Parce que le chien, il va se dire: «OK, je jappe, ah,
Elle m'a parlé. Ok, c'est pour m'engueuler, mais elle m'a parlé. Donc j'ai réussi à attirer son attention. Et du coup, en fait, le comportement, il va s'auto-renforcer. Et au bout d'un moment, on peut tomber sur un chien qui, en fait, dès qu'il va être à la tâche, ou que ce soit dans le jardin de vos parents, ou parce que vous allez prendre votre pain dans la boulangerie, vous ne pouvez pas le prendre dedans, va se mettre à japper, sans forcément que ce soit dirigé vers vous, mais parce qu'en fait, ça s'est auto-renforcé. Et que du coup, attache égale vocalisation, par exemple. Bon, là, je vous peins un truc encore vachement excitant. Vous allez me dire, vraiment, j'ai bien fait de prendre un Non, mais chien, c'est c'était important. chouette. Non, mais c'est vrai que c'est assez important finalement à préciser parce que je pense que les personnes qui vont arriver dans cet épisode et qui vont tenir la durée de cet épisode, c'est que non, mais c'est que soit c'est dans leur projet, soit elles sont déjà peut-être dans le mal. Et Ouais. finalement, en fait, il y a plusieurs raisons au mal. C'est vrai que moi, si je découpe, j'avais fait les bonnes choses, enfin, j'estimais avoir fait les bonnes choses parce que dès que Orion est arrivé, on est allé au centre équestre. Mais je n'ai jamais laissé Orion seul au centre équestre. C'est-à-dire Mhm. que j'y allais quand je montais pas. Ouais. Voilà, j'y allais quand je montais pas pour que déjà l'environnement soit familier. Et déjà ça, c'était compliqué. Mais ça semble une super idée. Voilà, j'ai une Et en réactivité au fait, mouvement qui est incroyable sur ma chaîne, donc forcément déjà ouais. ça, c'était beaucoup d'émotions pour rester calme, même à mes côtés, avec des chevaux qui montaient en énergie en face Mhm, mhm. dans Bah, c'est leur ça. reprise de son obstacle ou de galop. Et puis après, bon bah c'est vrai que ça, c'est son tempérament. Hein, je veux dire, elle est naturellement hyper sensible, hyper vigilante. Donc forcément, on se doute bien que si déjà ça c'est pas ok avec moi à côté, Mm. alors de la laisser attacher pour porter mon attention sur quelqu'un d'autre qu'elle pendant Ça va être une très heure, compliqué. ça va être Mm. très compliqué. Et encore aujourd'hui, je fais la maline en disant oui, maintenant j'ai des solutions. Non, enfin la seule solution que j'ai, c'est je prends Orion que si j'ai décidé de partir en balade à pied. Ouais. Parce Et là, que ça se passe bien. ça se passe, on peut encore faire mieux parce que effectivement, comme tu le disais, il y a un peu des moments où elle aimerait bien rester à renifler une feuille ou deux, mais que moi j'ai pas Bien trop envie sûr. qu'elle soit derrière. Parce que je préférais Bien sûr. la Et voir c'est devant. légitime, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est que de Voilà, nouveau, il faut trouver des compromis entre nos espèces, leurs besoins. c'est ça. Enfin, toi, ton besoin numéro un, ça va être la sécurité, que ça se passe bien. Le besoin de ton cheval, ça va être de bouger. Le besoin de ton chien, ça va être de flairer. Super! C'est Exactement, tu as pratique. tout compris. Donc on essaye de créer une règle qui est que si le chien arrête ses pieds, le cheval arrête ses pieds, Uhum. pour le moment. Et puis on verra ensuite comment on fait évoluer cette règle. Tout est valable. Tout est valable. Voilà, Tant que c'est logique et que ça convient et que tout le monde va bien, exactement. c'est une très bonne idée. Et du coup, Orion a le droit de rester maintenant en liberté pendant les soins, mais ça veut dire que les soins n'interviennent que si on revient de balade et qu'il y a quand même eu une certaine forme de dépense Ouais, ensemble. Et c'est très pas, bien. je peux pas arriver et boum, allez, toi, bah en fait, il faut que tu t'occupes toute seule là dans la pension, pendant que moi je vais tenir les pieds pour les curer quoi. Ça marche pas. C'est trop rapide en fait comme interaction de trouble, on va dire. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, si vous êtes dans ces situations, c'est vrai qu'il faut réfléchir au plan de progression et comment on va vraiment découper le début. Enfin, déjà, quel est le premier objectif? Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, tout à fait. Mais le petit objectif, hein, pas le gros Mm, mm, objectif qui est de partir randonner une demi-journée à cheval avec son chien. Le premier petit objectif qui est complètement. peut-être qu'il reste l'un à côté de l'autre Mm. et que c'est OK. Ça, c'est déjà, par exemple, tout simple. Et se Et même dire ça, on OK. peut déjà le découper. Et voilà. Et comment on le découpe en plein de sous-objectifs ou plein de petites marches à faire les unes après les autres, quoi. Ah, moi, je vois ça souvent. Je vois des gens qui me disent, je voudrais que mon chien il marche à côté de mon cheval. Ok. Est-ce qu'il marche à côté de vous déjà? Combien de fois ça m'est arrivé? Des chiens qui ne marchent déjà pas en laisse avec un humain. Donc, je dis: «Bah, ouais, mais il est jeune, je voudrais l'habituer vite». C'est super, l'idée elle est bonne, mais si vous avez déjà un chien qui a pas, on en parlait tout à l'heure, un peu les ordres de base, qui déjà est pas à l'aise avec le fait de porter une laisse par exemple ou un harnais et cetera, c'est peut-être pas judicieux de commencer ça avec un cheval de 500 ou 600 kilogrammes à côté. Parce qu'en fait, vous vous mettez dans une situation où vous n'êtes pas, comme je disais tout à l'heure, en situation de réussite. Donc vous êtes dans une situation où vous allez déjà pas être à l'aise. Donc effectivement, on décompose. Moi, je parle souvent de pièces de puzzle. On va déjà, défaire le puzzle, on va créer chaque pièce l'une à l'autre, puis après on va les rattacher, puis à la fin ça sera joli. Mais c'est normal, au début, il faut absolument découper. Et je me rappelle d'un chien comme ça, c'était un épagneul et en fait, on est quand même reparti à comment mettre le harnais, pour dire à quel point on découpait les objectifs. Alors là, on parlait plus du cheval, hein, parce qu'en fait, le chien, il en était pas du tout là. Enfin, limite, il l'avait pas vu le cheval de toute façon, donc c'était pas le problème. C'est: «Oui, mais il m'écoute pas quand on est à côté du cheval». Non, il vous écoute jamais.
Là, c'est pas le problème, le cheval n'est pas le problème. Mais ça, c'est pas évident aussi de l'apporter. Bon, ça, c'est mon travail, mais c'est pas évident non plus d'amener, entre guillemets, «cette mauvaise nouvelle» et de dire: «En fait, là, vous êtes en train d'aller trop vite, vous cramez trop les étapes. Vous voulez qu'il soit bien avec le cheval, mais il est déjà pas bien avec vous, il est déjà pas bien avec lui. Le harnais, en fait, vous lui sautez dessus pour lui enfiler de "force" entre guillemets, ça peut pas fonctionner après. Donc on n'en est pas à marcher en longe avec un cheval, dans la forêt, pas du tout. Donc ça, bon, des fois, on en reparlera, mais on a besoin aussi des fois du regard d'un professionnel et c'est complètement normal. Et c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours besoin de retourner aussi loin, mais pour dire que des fois, vous avez une problématique et en fait, c'est pas la bonne. Vous avez pas fixé la bonne ou alors vous avez pas assez décomposé et vous avez pas, ce qu'on appelle baissé vos critères suffisamment. Ouais, là, ce qui est hyper intéressant dans l'exemple que tu viens de citer, c'est que l'humain va devoir découper son attention sur deux individus, entre guillemets. Exactement. Ou alors, s'il veut rester 100% focus sur son cheval, ça veut dire qu'il faut qu'il ait déjà construit la relation avec son chien, qui est Exact. 100% focus sur lui et qui sait faire la part des choses de quand il est on avec lui et off. Ouais, Bon, t'es là, c'est ça, tu chill autour de nous, mais. c'est ça. Et ça m'amène d'ailleurs à une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux coder? Alors, c'est un peu hors script. Mais moi, je me suis longtemps posé la question de est-ce que je mets les mêmes codes pour ma jument et ma chienne? Ou est-ce que je mets des codes différents pour la même action pour être capable de pouvoir isoler mes demandes de l'une et de l'autre? Typiquement, Alors j'ai ouais, le wow pour m'arrêter à cheval, mais j'ai le stop pour Orion. Parce que si Orion est 15 mètres devant nous en balade, je veux pas forcément stopper les pieds de ma jument, mais je veux peut-être stopper les pieds de mon chien. exactement. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est quand tu dis avoir un code pour le même comportement, la question, il faut pas hésiter à prendre un crayon et une feuille et se dire: «OK, c'est quoi le même comportement?» Si le comportement, par exemple, c'est de dire: «On y va, je veux qu'on avance tous les 3», bah, je pourrais avoir un code qui veut dire: «On avance tous les 3» et qui du coup est compris et appris par les 2 espèces. Par contre, il y a plein de comportements où on a l'impression que c'est les mêmes, mais en fait, c'est pas les mêmes. Justement, par exemple, «Ah bah tiens, on va faire une pause». Bah, il y en a un, on lui fait une pause pour qu'il puisse brouter et l'autre, on lui fait une pause pour qu'il puisse flairer. Bah, c'est pas le même comportement. Donc pour moi, c'est pas du tout un souci d'avoir des codes différents. Maintenant, il faut aussi que ce soit logique et facile pour toi à gérer. Donc toujours pareil, on est sur un trio, on est sur trois individus et 3 cerveaux, pas 40. Donc donc il faut trouver un système qui soit pertinent, logique pour toi. Pour moi, c'est plutôt cool d'avoir des codes qui sont différents. Là, tu parles de codes vocaux, mais ça peut être aussi, visuel, Oui, ça peut être gestuelle. gestuel et cetera. Ça peut être plein de choses en fait, hein. Nous, en tant que primate humain, on utilise beaucoup la voix, mais c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez avoir, 15 000 codes à partir du moment où ça vous fonctionne. Ce qui est cool avec la voix, c'est qu'on peut l'utiliser de partout. C'est-à-dire qu'on soit sur le cheval, à côté, derrière, devant, donc ça, c'est assez chouette et pareil pour le chien, même s'il est à 50 mètres finalement, vous pouvez utiliser les codes vocaux, donc c'est pas mal et si on commence à parler d'éducation, on va rester là 3 heures de plus, Non, mais non, oui, bien sûr. complètement. Ouais, ouais, non, je pense que tu peux tout à fait, pour moi, fais ce qui te semble logique. Moi, j'ai des codes différents pour mes animaux, ouais. Enfin, pour mes espèces, on va dire ça comme ça. Ok, intéressant. Du coup, imaginons, on se rend compte que ça va pas très bien ou que le plan Mmh. de progression qu'on avait décidé dans nos têtes ne fonctionne pas. Yes. Comment on repart dans l'observation pure, puis pour pouvoir analyser et comprendre d'où ça vient et du coup améliorer les éventuelles difficultés de cohabitation Ouais. qui arriveraient. À quel moment on sait que clairement là, on risque de pas y arriver seul et qu'une personne extérieure serait peut-être pas mal en fait pour nous aider à peut-être déjà observer correctement et puis ensuite mettre en place les apprentissages et ce fameux plan de progression. Alors, l'idéal, ça répond pas tout à fait à ta question, mais j'y retourne après promis. L'idéal, c'est déjà de prévenir ces situations-là. C'est-à-dire de tout mettre en place en amont pour éviter les problèmes de cohabitation. Donc je l'ai évoqué plusieurs fois, mais votre point numéro 1, c'est de choisir des races qui vont être logiques par rapport à vos objectifs. C'est sûr que si déjà vous n'avez jamais eu de chien, jamais eu de chevaux, que votre rêve c'est de faire du trek, mais que prenez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple idiot? J'allais dire un pur sang arabe, mais en même temps un pur sang arabe peut être super en trek. Je sais pas ce que je peux vous prendre comme truc. Percheron. Ou ouais, mais en même temps, ça peut être cool aussi. Mais enfin bref, que vous prenez un cheval, en tout cas, avec lequel vous ne vous sentez pas forcément à l'aise pour la discipline à laquelle vous le destinez et même chose avec votre chien, ça complique forcément les choses. 2e point pour améliorer les choses en amont, ça va être, comme je vous disais, familiariser dès que possible. Donc la familiarisation, bah, plus elle est faite tôt, mieux c'est. Mais ceci dit, elle peut être faite plus tard aussi. On peut apprendre aux animaux, quels qu'ils soient, à augmenter leur seuil de tolérance,
progressivement et ça se passe très bien. Et je dirais que le troisième point, c'est d'accepter que ça prend du temps. Donc ça, on l'a déjà évoqué plusieurs fois aussi, mais franchement, autant ça peut prendre quelques jours, quelques séances, et ça dépend vraiment des animaux. Et c'est pas une question d'intelligence, de capacité cognitive ou de vos qualités à vous. Bien sûr que ça impacte, mais souvent, c'est un ensemble de facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main. Donc oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, évidemment, ça, je suis assez intransigeante, soyons clairs, c'est qu'il faut connaître les animaux avec lesquels on vit. Donc non seulement l'individu, hein, vous savez que, ah bah tiens, ce matin, mon chien, il a pas l'air bien parce que j'ai observé qu'il avait eu tel comportement, ça c'est une chose, mais aussi et surtout, il faut connaître l'espèce. Et ça, je sais qu'à chaque fois que je le dis, il faut l'amener des fois de manière un peu subtile parce que ça a l'air un peu barbant et c'est tellement évident qu'on met ça de côté. Mais j'observe vraiment qu'il y a il y a des gens, pas des chiens, non, il y a des gens qui ont des chiens ou qui ont des chevaux depuis des décennies, mais qui ne savent pas reconnaître les indicateurs de mal-être ou qui ne savent pas efficacement lister leurs besoins. De quoi un chien a besoin. Quand je vous disais tout à l'heure, un chien passe la majorité de son temps à dormir. Moi, j'ai encore régulièrement des gens qui me contactent en me disant: «Je suis inquiet, mon chien dort trop». C'est normal, c'est un carnivore qui dort. Donc ça a l'air tout bête, mais déjà ça peut vous enlever une chape de stress énorme et d'interprétation aussi à l'humaine de choses qui ont pas de sens. Parce que nous, par exemple, on dort aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais bref, dans nos sociétés actuelles, on dort la nuit. OK, cool. Le chien, bah, c'est pas tout à fait forcément son cas, donc ils se sont adaptés à nous, mais pas que. Donc si on commence à stresser parce qu'il dort en journée, ça va être très compliqué à gérer. Ça va être super important. Reconnaître les indicateurs de mal-être, comprendre les besoins de l'animal et comprendre son budget temps. Souvent, la difficulté de cohabitation entre les chiens et les chevaux et toutes les espèces en général, en fait, elle peut être minimisée, voire honnêtement, je l'ai vu plein de fois, complètement éradiquée par l'amélioration du bien-être de chaque animal individuellement. C'est-à-dire, à partir du moment où l'animal, on a complètement respecté ses besoins, on a mis en place des enrichissements dans son lieu de vie, on a amélioré la qualité de la relation à l'homme et cetera, et ben, il va être vachement plus disponible physiquement, émotionnellement, mentalement et cetera pour créer une relation avec un autre individu. Tu me disais Ça, quels c'est le étaient, travail en amont, idéal. ouais, c'est ça, voilà, ça c'est le travail en amont. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir en fait que ça va pas bien se passer? C'était une de tes questions? Ouais, c'est Non, je ça, sais ah non, c'est-à-dire, pour le plan de progression. si, si, c'est ça, oui, c'est, finalement, on Ouais. on on sent que ça va pas, comment Mmh repasser mh. dans l'observation, puis dans l'analyse pour comprendre, en fait, peut-être quel est le vrai problème. Parce que comme tu Ouais. l'as dit, en fait, un chien qui court derrière un cheval qui part au grand galop dans son pré, est-ce que c'est vraiment un problème de comportement ou est-ce que c'est pas, Ou en est-ce que c'est fait, une juste un chien? réaction habituelle? Mmh. Ouais, voilà. Et Ouais. du coup, bah, en fait, c'est pas qu'il a un problème, c'est qu'il faut lui apprendre à faire autrement que sa réaction première. Déjà, comment faire le vrai du faux dans tout ça? En étant dans l'observation et pas tout de suite dans l'analyse, et puis, à quel moment se rendre compte que, bah, peut-être qu'on a quand même besoin, en fait, d'un professionnel parce qu'on ne va pas y arriver tout seul, parce que justement, ce n'est peut-être pas une évidence pour nous. Parce qu'on a chacun son niveau de OK. connaissance aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis son niveau de patience et de temps et de contrainte et de parce que ça, vous pouvez avoir, tout à fait, les capacités, par exemple, le niveau, en éducation, en comportement et cetera pour aider les animaux, mais pas forcément, en termes de contraintes de temps et cetera, vous pouvez pas forcément le faire. Par rapport à ce que vous observez, je pense qu'il faut aussi retenir encore une chose, c'est qu'il y a pas de règle absolue. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des chevaux qui étaient super agressifs et qui ont fini par être tout à fait à l'aise avec des chiens et des chiens qui étaient respectueux et qui connaissaient leur job, hein. Et en parallèle, des chiens qui allaient courser, tous les chevaux comme tu disais à l'instant et qui finalement, vont partir en balade dans le calme, sans laisse, voilà. Donc il y a pas il faut pas se dire parce que l'animal fait telle ou telle chose, comme tu disais, un chien qui va courser les chevaux dans le pré, c'est complètement foutu. Non, pas du tout. Après, bon, c'est toujours compliqué, je peux pas donner un plan de travail hyper précis ou un protocole qui va être hyper précis parce que ça s'adapte aux animaux qui vont être face à vous, à la situation, comme je disais aussi à vos contraintes, à ce que vous pouvez mettre en place. Mais le premier conseil que je vais avoir, c'est de prendre chaque animal à part. C'est-à-dire qu'on extrait en fait le chien de la situation et on extrait le cheval de la situation. Je vais reprendre un peu ce que je vous disais, juste avant, je vais scanner la situation. C'est-à-dire que je vais vraiment regarder, est-ce que le budget temps de l'animal est respecté? Est-ce que j'ai des indicateurs de mal-être? Est-ce qu'il y a eu des choses en amont qui ont fait que? Est-ce que, par exemple, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je viens à l'heure du repas que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est à chaque fois que je viens le matin? Est-ce que c'est à chaque fois que je viens avec mes enfants? Est-ce que c'est à chaque fois qu'il n'a pas eu mangé? J'en sais rien. Est-ce que j'ai des indicateurs de mal-être précis? Est-ce qu'à chaque fois, il va secouer l'encolure, menacer avec ses pieds? Est-ce qu'en amont, c'est parce qu'il vient justement d'avoir à manger? Est-ce que c'est parce qu'il vient de finir sa séance de travail? Au contraire, est-ce que c'est juste après ou juste avant? Bref, essayez de scanner. Est-ce que j'ai enrichi l'environnement? Est-ce que je peux améliorer l'enrichissement de l'environnement? Est-ce que je peux rajouter des jouets, des activités ludiques, alimentaires et cetera? Est-ce que je peux améliorer notre relation à nous? C'est-à-dire ma relation à moi avec le chien et ma relation à moi avec le cheval. Donc ça, c'est vraiment dézoomer, on va dire, de la situation et se concentrer sur chaque individu et ensuite sur chaque individu en relation avec vous.
Imaginons un chien, parce que ça j'en ai vu pas mal aussi, un chien type, braque, donc chien de chasse, avec un gros besoin de locomotion, donc vraiment besoin de bouger, besoin de flairer et cetera. Il vit, dans une maison, ou un appart, on s'en fiche, mais 6 jours sur 7, il fait que des balades, hygiéniques sur le trottoir et puis, donc un milieu hypostimulant, pas d'enrichissement particulier, pas de jeux, pas de choses comme ça et subitement, le dimanche, bah, je l'emmène en forêt avec mon cheval parce que, bah, c'est le moment de faire une balade et puis, bah, finalement, c'est un braque, ça va lui faire du bien de bouger. Bon, bah, déjà, il y a de grandes chances qu'il se barre derrière le premier gibier qu'il va croiser, hein, je vous préviens, ça c'est un peu relou. Évidemment, premier réflexe, moi, si j'arrive là-dedans en tant que comportementaliste, je vais ajouter de la mastication, je vais ajouter du mouvement, je vais ajouter du lien à l'humain au quotidien. Je vais pas attendre qu'on soit face au cheval pour me dire: «Tiens, je pourrais améliorer telle et telle chose» et c'est ça qui est super important. Mais attention, il faut vraiment, respecter les étapes et en fait, vous pouvez vraiment imaginer la relation interspécifique comme, moi je l'imagine comme une pyramide. Je fais la pyramide avec mes mains, vous ne la voyez pas, mais bref, c'est une pyramide. Je ferai un Toi, tu la post vois sur la pyramide du coup. avec ma pyramide, c'est trop bien et donc pour moi, le bas de la pyramide, c'est le bien-être individuel. C'est déjà, est-ce que l'animal, lui tout seul, avant même d'avoir rencontré une autre espèce, son alimentation, son repos, sa vie sociale, donc avec ses congénères, hein, je précise, je répète, mais la vie sociale, c'est pas avec l'humain, c'est avec ses congénères. Est-ce que son environnement, et cetera, est-ce que tout ça, c'est OK? Une fois que c'est OK, je continue à monter ma pyramide et au final, potentiellement, ça se passe bien dans une relation à 3 du coup, avec 2 autres espèces et ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça, vous le savez, donc nos envies, nos aspirations sont pas les mêmes que celles de nos animaux, donc on peut agir en fait, ça je pense que c'est hyper important, sur la tolérance qu'ils vont avoir l'un envers l'autre. On peut apprendre au cheval à mieux tolérer le chien, on peut apprendre au chien à mieux tolérer le cheval. Ils peuvent se tolérer en fait parce que simplement vous leur avez appris à le faire, mais sans forcément s'apprécier et ça, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, sur les sentiments qu'ils peuvent avoir, l'un envers l'autre et sur tout ça. Après pour moi, quand est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur? Il y a pas de règle, parce qu'en théorie, vous pouvez y arriver seul. Oui, il y a souvent des gens qui me demandent ça, qui me disent: «Bah, financièrement, au niveau temps et cetera, j'ai pas envie ou j'ai pas la possibilité de faire intervenir, un ou une professionnelle». C'est évidemment possible de faire sans professionnel, mais par contre, vous cumulez les difficultés. Mais de ouf, hein, ça, hein, évidemment. Parce que non seulement vous allez devoir gérer, bah, 2 animaux, avec leur seuil homéostasique, leur comportement, leurs signaux d'apaisement, je vous en parlais tout à l'heure, observez tout ça, ces indicateurs. Est-ce que vous avez, bah, chez le chien, ça peut être un chien qui va se lécher la truffe, qui va se détourner, qui va se plaquer au sol, qui va essayer de partir. Chez le cheval, même chose, il se détourne, il y a le fait de brouter aussi frénétiquement, le fait, de marcher tout doucement et cetera. Donc non seulement vous devez être acteur de tout ça, surveiller tout ça, vous devez donc observer, analyser et cetera et en plus, vous devez généralement aussi travailler sur les distances. Donc ce qui va déclencher souvent, c'est ce qu'on appelle les règles de la proxémie. Mes élèves en formation pro, qui m'écoutent peut-être là, ça va sûrement leur faire des petits rappels et c'est très bien. Hem, la proxémie, en gros, c'est toutes les lois qui régissent, on va dire, les distances entre les différents individus et que ce soit chez nous ou chez les animaux, c'est la même logique. C'est qu'il y a des distances à partir desquelles on va déclencher un certain nombre de comportements. Et chez les animaux, donc là, on va prendre cet exemple entre chiens et chevaux, et ben, il y a une distance qui va être liée à l'espèce, mais qui va aussi être liée à l'individu, où à un moment donné, bah, c'est trop près. Et à partir de telle distance, ça peut être 50 mètres au début. À partir de telle distance, le chien va déclencher, ou le cheval va déclencher d'ailleurs. Et donc, il va falloir que vous agissiez là-dessus, en plus de vérifier les seuils homéostasiques, les signaux d'apaisement, les comportements, les postures, etc. Potentiellement, il va falloir distraire ou rassurer les animaux, proposer d'autres comportements, proposer par exemple au chien de jouer, de prendre une friandise, etc. Même chose avec le cheval. Donc, dans la théorie, bah oui, vous pouvez faire tout ça tout seul, hein. Si vous êtes hyper compétent, hyper pointu, c'est possible. Je conseille honnêtement, dès le début, si vous avez le moindre doute sur la relation entre vos animaux, c'est de faire appel à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Après, tout seul, vous avez aussi la possibilité de bosser en contact protégé. Donc c'est possible, vous allez travailler, en faisant en sorte que les animaux puissent pas se toucher, puissent pas avoir de contact. Donc par exemple, avec un grillage entre les 2 ou une barrière. Dans tous les cas, même si vous appelez quelqu'un pour vous aider, il y a peu de chances quand même que la personne vienne chez vous avec un sac de couchage, normalement. Donc a priori, il y a quand même des moments où vous allez vous retrouver tout seul avec l'animal. Enfin, normalement, je connais pas de collègues qui viennent squatter chez leurs clients pendant un mois. Donc il y a forcément des moments où vous allez vous retrouver tout seul. Donc pour moi, un peu, ce qu'il faut retenir, même si je vous conseille fortement d'appeler quelqu'un, c'est que tant que vous n'avez pas appelé quelqu'un ou quand la personne n'est pas là, c'est d'éviter les interactions tant que vous vous sentez pas à l'aise et tant que vous n'êtes pas, comme je disais tout à l'heure, en situation de réussite et de contrôle. Si vous arrivez, par exemple, vous vous dites: «Ah, là, il fait un temps pourri» ou «Oh là là, mon chien, il est survolté» ou «Mon cheval, je le sens pas», ne le faites pas. Ne les mettez pas ensemble. C'est pas parce que vous faites pas de balade à 3 la première semaine, où vous avez les 2 animaux que vous pourrez jamais en faire et que c'est foutu pour toute la vie. Pas du tout, quoi. Donc c'est super important. On le répète, en tout cas moi je le répète tout le temps à mes élèves en formation, il faut être en situation de réussite
tout le temps, on met l'animal en situation de réussite et nous, on se zappe, quoi. Mais il faut aussi que nous, on soit en situation de réussite. Si on est dans une situation où on se dit: «Je le sens pas, ça va pas, j'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, je suis blessé, j'ai la trouille, j'arrive pas à utiliser, mon clicker», si vous bossez au clicker ou n'importe quoi, ou ma pochette de friandises ou ce que vous voulez, on s'en fout en fait, c'est pas ou ma longe ou ce que vous voulez, n'importe quel matos. Si vous vous sentez pas à l'aise, mais partez pas sur une interaction à 3, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. Et mon deuxième conseil, c'est travailler les animaux l'un après l'autre. Ça, je pense que c'est super important. Par exemple, vous allez faire une séance avec votre chien, par exemple en lui apprenant à justement reprenant ses règles de proxémie, en disant bah, je vais approcher de plus en plus près, l'objectif étant que l'animal ne déclenche pas. Donc le but, c'est pas de trouver la distance limite à partir de laquelle le chien se focalise que sur le cheval, par exemple. Donc pendant ce temps-là, je vais travailler que sur mon chien. Et puis ça peut être un autre moment dans la journée, ou ça peut être le lendemain, la semaine d'après, on s'en fout, vous allez travailler que sur le cheval, par exemple, en disant bah, moi, mon job là, c'est que je sais que le chien est dans une situation où il va pas déclencher, il va pas aboyer, il va pas vocaliser, pas bouger, etc. Donc moi, maintenant, je vais me concentrer que sur le chien, que sur le cheval, pardon. Et ça va être mon objectif, ça va être qu'il garde le mouvement, au pas, par exemple, sans accélérer, sans ralentir, en passant à telle distance du chien, par exemple. Donc, essayez de faire ça, de découper. On évite les interactions tant qu'on n'est pas à 100%, pas en contrôle, parce qu'on n'est jamais en contrôle de tout à 100%, mais en tout cas dans une situation de réussite. Et deuxième point, on travaille les animaux l'un après l'autre. Parce qu'il y a forcément des moments, comme je disais, où même si vous êtes accompagné, la personne ne vit pas avec vous, en général. Et donc, il y a forcément des moments où vous allez vous retrouver tout seul, découpé, et mettez-vous en situation de réussite. J'aime beaucoup tes exemples et c'est typiquement ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire Cool. que non, mais quand je me suis rendu compte que j'arriverais pas à gérer la relation tripartite, finalement, j'ai accepté que Orion ne vienne que si quelqu'un venait avec Orion. Ouais, super. Et puis là où en fait on a eu vraiment le coup de pouce, c'est le jour où j'ai accepté, enfin où ma coach a accepté, donc ma coach qui m'aide avec Iggy, Équestre, du coup, ouais. voilà, m'a dit non mais moi en fait ton chien il peut aboyer pendant 1 heure. Moi Pas de je suis souci. Ouais, focus sur toi, donc moi je garde ton chien et je suis capable de super. te faire court pour que toi tu restes concentré et que ton chien soit là. Super. Et ça a été effectivement le moment qui a tout changé parce que bah oui, bah le premier coup, elle a vraiment beaucoup beaucoup aboyé, mais elle bossait ma chienne entre guillemets Mmh, mmh. pendant que moi je bossais ma jument. Et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas passé. Et encore aujourd'hui, on n'est pas au stade où je peux accrocher ma chienne dans la carrière pendant 1 heure pendant que moi je vais Ouais, faire mon petit tour. Mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que je comprends que ce soit pas sympa pour elle en fait, tout simplement. ouais, Donc l'objectif pour moi c'est qu'on puisse partir en balade à 3 parce qu'a priori c'est un des moments sympas qu'on peut ouais, partager et c'est déjà bien. complètement. Ouais. J'aimerais finir avec une dernière question parce que c'est la plus importante. Comment trouver le bon comportementaliste pour se faire aider dans cette situation? Parce que on l'a vu, ben en fait, c'est des individus et quand même des espèces différentes, même s'il y a beaucoup de background et forcément, alors moi je l'ai dit, c'est ma coach qui m'a aidée. Ma coach n'est pas comportementaliste canine. Il s'avère qu'elle elle est éducatrice et comportementaliste équine et qu'elle vit beaucoup avec les chiens. Donc, bon, elle sait à peu près comment faire en sorte d'occuper ma chienne pour que ça se passe bien pendant que je fais mon cours. Mais c'est tout. Pour autant, est-ce qu'un comportementaliste que canin peut nous aider? Est-ce qu'un comportementaliste que équin peut nous aider? Comment on choisit en fait? Alors a Ouais, priori, on va choisir en fonction de l'espèce qui semble poser problème. exact, Je dis ouais, ça comme ça, mais c'est un critère. est-ce que ça existe les doubles casquettes comme toi? Comment on fait un petit peu pour scanner et pour choisir, on va dire, l'intervenant idéal pour Mmh. nous? Ouais, c'est une super bonne question parce que c'est toujours bien de dire: «Il vous faut appeler un professionnel», mais quand on se retrouve tout seul face à Google, ben, ouais, on peut se sentir un peu seul, et abandonné, donc c'est normal. Alors évidemment, tout à fait objectivement, avec la rigueur qui me caractérise, je ne peux que vous conseiller les élèves sortis de la formation professionnelle animaux, hein, bien entendu. Il s'avère que nous, on forme des gens qui sont comportementalistes équins, canins et félins, donc ils peuvent avoir choisi 1, 2 ou 3 mentions. Donc effectivement, ils peuvent être formés et compétents sur plusieurs espèces. Et pour info, sur animaux.com, vous avez les membres qui ont choisi de rejoindre le réseau, donc ça peut peut-être vous aider et vous donner des pistes. Mais évidemment que je vous conseille mes élèves forcément parce que je les aime trop. Mais plus sérieusement, vous pouvez aussi
vous tourner vers un comportementaliste qui va être spécialisé pardon, dans une seule des espèces. C'est évident que c'est un super plus de connaître les 2 espèces et de les connaître bien parce que, bah, vous l'avez vu, hein, au cours de toutes les réponses que j'ai pu apporter jusque-là, mais même si elles se ressemblent sur plein de points, elles sont aussi différentes sur plein d'autres et arriver à faire coïncider les 2 et aussi à vous prendre, vous, en compte, bah, c'est pas évident, c'est un métier. Mais ceci dit, vous pouvez, par exemple, bah, comme tu l'as évoqué, avoir, la sensation que le blocage, il vient surtout d'un des 2. Par exemple, si vous avez un chien qui va toujours prédater, par exemple, ou un cheval qui va systématiquement se défendre ou essayer de mettre de la distance quand il est en compagnie d'un chien. Donc là, du coup, bah, c'est plus justifié d'avoir un comportementaliste qui est spécialisé dans l'espèce en question. Mais mes astuces, on va dire, pour connaître un bon comportementaliste, bon, numéro un, et ça c'est vraiment hyper important, et je serine mes élèves avec ça aussi, c'est que le comportementaliste doit d'abord vous laisser la parole. Il doit vous écouter et il doit vraiment écoutez vos problèmes, vos craintes et ce que vous avez ressenti. Vous êtes la personne la plus à même de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez observé. Peut-être que ça ne sera pas les bons mots, peut-être qu'on pourrait derrière coller 4 études en éthologie qui vont prouver que ceci, cela, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que vous observez au quotidien, c'est ce que vous ressentez, et vraiment, vous n'avez pas idée à quel point les mots que vous allez utiliser, la manière dont vous allez présenter la problématique peut nous guider, nous, sur la manière dont on peut vous aider derrière. Donc ça, c'est numéro un, il faut que la personne vous laisse parler. Numéro 2, il faut que le comportementaliste vous responsabilise. Ça, pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que le comportementaliste, il est là pour vous accompagner, mais il n'est pas là pour faire le job tout seul, parce que c'est pas possible. Comme je disais tout à l'heure, en général, il vient pas avec son sac de couchage chez vous. Donc, il va bien falloir que vous, tout seul, vous puissiez gérer. Parce que même si vous le voyez une fois par semaine, ce qui est déjà pas mal en termes d'investissement de temps financier, etc., bah, c'est rien, 1 heure, hein, sur 7 fois 24. Donc, moi, ce que j'aime bien, et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, je laisse des devoirs toujours aux personnes que je vois. Je leur demande de se responsabiliser. Ça peut être en leur demandant un type d'observation à faire, ça peut être des exercices précis, ça peut être des choses sur lesquelles il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils me donnent des infos derrière, etc., etc. Numéro 3, le comportementaliste ne doit pas agir comme un sauveur. Donc, il n'est pas là pour vous sauver, il n'est pas là avec des formules magiques. Vous avez dû le comprendre tout au long de ce podcast, il n'y en a pas. Il y a pas de protocole parfait pour dire, ben voilà comment est-ce qu'on doit présenter un chien à un cheval. Ben ça, je vais jamais vous faire une fiche comme ça, parce que j'y crois pas du tout. Parce que je vais pas présenter de la même manière un chiot husky que un dalmatien de 10 ans, que un ridgeback rhodésien de 8 ans qui a chassé le lion en Afrique du Sud pendant 3 ans. Forcément, je vais pas présenter les choses de la même manière. Et pareil du côté du cheval, je vais pas l'amener de la même manière sur un poulain, où en général, je vais le laisser simplement prendre les distances de fuite qu'il veut, ou un cheval plus âgé, ou si je suis à côté d'une carrière, ou si je suis dans un manège, ou si je suis dans une forêt, ou sur un bord de pré, etc. Je vais pas agir de la même manière. Donc pour moi, c'est super important que votre comportementaliste, il agisse pas avec ce côté sauveur, ce côté baguette magique, ce côté moi, j'en ai déjà habitué 200 et je vais régler le problème en 2 minutes. Ça craint. Donc le but, c'est pas qu'il étale sa connaissance. Et le dernier point pour moi qui est primordial aussi, c'est qu'il doit pas, enfin qu'il doit plutôt, il doit vous proposer des choses, des mises en place qui sont adaptées à vos contraintes et à votre réalité à vous. Et ça, je pense que c'est super, super important. C'est-à-dire qu'on a tous des contraintes financières, des contraintes de temps, des contraintes aussi en termes de niveau, des autres formations qu'on a pu faire, du temps qu'on peut consacrer aux animaux, de ce qu'on en connaît et tout ça, qui sont différentes. Donc il faut que votre comportementaliste s'adapte à ça. Moi, je ne propose pas du tout les mêmes choses à quelqu'un qui ne travaille pas, qui a plus d'enfants à la maison ou qui en a pas et qui du coup passe toutes ses matinées aux écuries avec ses chiens, ou quelqu'un qui va 2 fois par semaine en rush entre le cours de karaté du petit et le visio avec son chef à 18 h, quoi. Forcément, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Alors après, évidemment, je pourrais vous parler de l'expérience de la personne, qu'il faut évidemment qu'il puisse témoigner d'un certain nombre d'années avec les animaux et tout ça, mais finalement, vous pouvez être très très bien encadré et très très bien aidé par quelqu'un qui débute dans le métier, tout comme vous pouvez être très très mal aiguillé par quelqu'un qui est dedans depuis 20 ans. Donc évidemment, on favorise les méthodes les plus positives possibles. On essaie de se rapprocher de gens qui ont un minimum d'appui et de connaissances des articles scientifiques, de tout ce qui peut se faire maintenant et qui est tellement incroyable et qui nous permet de tellement bien comprendre le bien-être, les émotions, le comportement des animaux. Mais pour moi, le nombre d'années n'est pas gage de réussite et n'est pas gage que ça va fonctionner pour vous et pour votre trinôme. Trop bien. On aura trouvé donc 3 noms. Trio, couple, Je suis sûre qu'on peut encore trinôme. en trouver d'autres. Oui, on peut encore en trouver d'autres. Super Marie, merci beaucoup, de ton temps. Franchement, je pense qu'on a déjà, donné, pas mal de pistes et puis surtout, un petit peu de prise de recul et d'introspection pour comprendre que, c'est pas qu'une, c'est justement, c'est pas qu'un problème de cohabitation, entre 2 espèces, mais bien collaboration
entre 3 espèces différentes et c'est ce que je Tout retiendrai à fait. vraiment de notre épisode parce que, tu vois, moi-même en le préparant, et ben, je l'avais pas autant vu comme ça et ça m'a fait trop de bien d'en discuter parce que je crois que ça va encore ouvrir des petites cases dans mon cerveau d'humaine. Trop chouette. Pour ouvrir toutes les cases. On n'y arrivera Exactement, jamais à toutes les ouvrons ouvrir, toutes mais les cases. ouvrons toutes nos cases. Le challenge du On mois, est ouvrons toutes les cases. c'est clair. Essayons de progresser tous et d'observer, d'échanger. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on les aide aussi et qu'on les aime mieux. Ouais. J'ai juste une dernière question en 1 Mmh. minute. Je suis Nous prête. avons parlé de domestication. Est-ce que tu aurais Yes. un livre à nous conseiller, du Oui, coup, pour le chien ou le cheval, sur ce sujet-là? Puisque c'était notre fil rouge, j'ai envie de conclure j'ai avec ça. alors ce livre, je l'adore d'amour. Mes élèves le savent parce que c'est le premier livre que je leur propose systématiquement. Il s'appelle «Histoire de la domestication animale», tout simplement et je vais chercher le livre en question. J'arrive dans une Carrément. seconde. Donc oui, si je devais vraiment conseiller un livre sur la domestication, du coup, elle est pas spécialisée chiens ou chevaux. Donc c'est ce livre qui s'appelle «Histoire de la domestication animale», chez Delachaux et Niestlé. C'est Valérie Chansigo peut-être on prononce, qui l'a rédigé. C'est un livre qui est relativement récent. Il doit avoir 1 an ou 2, si je vous dis pas de bêtises. Il est de 2020, pardon. Il est un petit peu plus vieux que ce que je pensais, mais ça va, ça reste quand même très récent. Et il est extrêmement intéressant, non seulement parce qu'on y parle, par exemple, du chien comme première domestication. Donc, vous avez un gros chapitre sur la domestication du chien, avec des vraies sources scientifiques super intéressantes. Et on parle après, notamment de toute la partie animaux, on va dire, de rente, dans lequel est inclus le cheval, mais aussi le chat, les abeilles, les éléphants, les lapins, etc. Donc, je trouve ça hyper passionnant. Et ce qui me plaît beaucoup dans l'histoire de la domestication, c'est de réaliser à quel point on a eu un impact énorme sur les espèces qui nous entourent aujourd'hui, mais qu'elles aussi ont eu un impact énorme sur nous, sur notre développement et sur là où on en est dans notre société actuelle. Et voilà, c'est extrêmement intéressant et je vous conseille fortement ce livre qui se lit pour moi comme un roman. Génial. Et ben, je vais en rajouter un deuxième qui est Le cheval dans la vie quotidienne de Bernadette Lizet, qui, moi, a beaucoup changé mon regard justement sur la notion de domestication du cheval. Donc voilà, je mettrai toutes les sources en description de Je vous l'épisode. cite encore une personne qui a écrit Allez. plein de bouquins différents sur la domestication. Je vous en cite pas un parce qu'il y en a 15 000. C'est Éric Baratet, qui est historien de l'animal et de la relation homme-animal. C'est passionnant. Donc Éric Baratet, j'ai eu la chance de suivre des cours avec lui sur un diplôme universitaire en anthropozoologie. Et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un récemment sur le chat d'ailleurs, mais il a écrit plein d'autres choses sur les animaux pendant la guerre, par exemple, etc. C'est Excellent. absolument passionnant. Bon après, voilà, c'est parce que je suis particulièrement passionnée d'histoire, comme vous l'aurez compris, mais vraiment, c'est des très, très chouettes ouvrages et en plus des gens très, très bien derrière. Donc c'est chouette de soutenir leur travail. Super. Et ben, tous les liens seront en description. On va finir là-dessus sur ces petites lectures de vacances, Génial. du coup. On Merci veut vos encore, retours. Marie. Je mettrai bien évidemment aussi le lien vers la plateforme Animaux, puisque tu as parlé des professionnels que tu as formés. Donc, comme ça, tout le monde pourra retrouver leurs coordonnées. Et je te dis à très vite. Avec grand plaisir, un grand merci pour cette invitation. À bientôt. Salut, Marie. Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Marie Sutter. Je sais pas vous, mais moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Alors j'aimerais vraiment que vous me donniez votre retour par MP sur Instagram, par mail ou même directement en commentaire sur Apple Podcasts ou même Spotify. Parce que nous sommes super sympas, nous vous avons laissé quelques petites lectures pour l'été. Pour vous aider à les retrouver plus vite, retrouvez en description de l'épisode un lien vous menant directement sur la page regroupant l'ensemble des ouvrages que je cite et mentionne régulièrement dans le podcast. Il est temps pour nous de se quitter, je crois, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. J'en profite aussi pour vous planter une petite graine. Si vous aussi vous êtes convaincu, comme moi, que chaque cheval mérite de trouver son humain pour la vie, alors il vous suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Facile, non ? En propageant ainsi le podcast, vous m'aidez à me faire connaître et du coup à atteindre d'autres cavaliers amoureux et passionnés des chevaux qui souhaitent peut-être devenir un jour futurs propriétaires. Vous pouvez également nous laisser quelques étoiles, ça nous fera toujours très plaisir. On se retrouve donc ici très vite et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo @iggy.journal. Merci de votre écoute, à très bientôt.